Salut Shaima. Donc, je te dis la même chose que les autres, Shaima. Je laissais un peu de temps sur ce premier exercice. C'est pour ça que je dis rien. Je crois que je me suis endormi devant l'écran. Ce qui peut m'arriver de bon matin, mais là, ça m'est pas arrivé. C'est pas pour ça que je dis rien. C'est juste que je vous laissais un tout petit peu de temps. Alors, quand même, on va faire en sorte que ça bouge un peu. On va faire des tas de trucs. Alors, converser, je sais pas où on va le mettre. On va le mettre dans le petit coin là-bas, peut-être. Type. Ah, c'est pas terrible mes histoires. Bon, vous allez vous pousser. Voilà. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas monter comme ça. Ouais, c'est pas mal là. Je sais pas si vous arrivez à voir à la fois, mais bon, vous l'avez peut-être devant les yeux, à la fois le graphe en question, là, celui sur lequel on cherche les plus courts chemins, et à la fois le début du corrigé. J'ai donc juste fait la phase d'initialisation. Et donc la phase d'initialisation, je vous rappelle qu'elle consiste à initialiser les valeurs quand on a un arc de S1 vers les autres sommets, ben, on initialise avec cette valeur. Il y a un arc de S1 à S2 de valeur 4, c'est pour ça que j'ai mis 4 ici. Il y a un arc de S1 à S3 de valeur 8, j'ai mis un 8 ici. Et puis j'ai mis un 11 vers S5 quand il n'y a pas d'arc, hein, du coup, comme il n'y en a pas vers S4, quand il n'y en a pas vers S6, ça m'amène à mettre plus l'infini. C'est pas forcément la valeur définitive, hein. Typiquement, par exemple, pour S3, ça sera amélioré parce que 4 plus 3, ce sera mieux que 8. Mais c'est la valeur que j'obtiens à partir de S1. C'est les chemins à partir de S1. C'est l'initialisation. Et puis, je vous rappelle aussi qu'à chaque itération, on va retenir, on va rajouter à la liste des sommets traités et on va traiter le sommet pas encore traité qu'à la plus petite valeur. Parce que comme on n'a que d'évaluations positives, c'est celui qui a la plus petite valeur, les autres sont plus gros, puis avec des évaluations positives, je n'arriverai pas à faire mieux, à l'améliorer. Donc, cette plus petite valeur, ici, ce 4 ici, il est définitif, je ne pourrai jamais faire mieux. Donc, cette valeur, elle est trouvée, elle est établie, et à l'itération suivante, c'est ce qui va se passer ici. Là, il y a marqué S2, parce qu'à l'itération suivante, je vais traiter le sommet qui a la plus petite valeur parmi celles que j'avais, parmi les sommets non encore traités. Ça va, je ne vais pas trop vite. Peut-être que vous vouliez un petit peu plus de temps pour essayer de le faire par vous-même. Je ne sais pas bien ces choses. C'est toujours un petit peu plus compliqué en distanciel que quand je suis devant vous, je vous le demande directement. Que je trouve le bon tempo, le bon rythme, comme pour la danse. Je ne suis pas un grand danseur, mais bah, écoute, merci de te manifester, Anne. Je te laisse tout le temps que tu veux. Donc à nouveau, je dis rien pendant 2-3 minutes.
On part. Ready to go. Allez. On fait l'itération suivante. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, le sommet qu'on va traiter en priorité, enfin qu'on va traiter durant la prochaine itération de Dijkstra à chaque fois, c'est celui qui systématiquement a la plus petite valeur hein, parmi ces valeurs de distance qu'on a trouvées jusqu'à présent et qu'on n'a pas encore traité. Donc, pour l'instant, on n'en a traité aucun, donc c'est celui qui a la plus petite valeur absolue, mais par la suite, c'est celui qui aurait la plus petite valeur parmi ceux que j'aurais pas encore traités. Donc c'est donc S2. Et donc S2, à la fois, donc cette valeur de 4, elle est fixée, c'est pour ça que je l'ai souligné, et elle ne bougera plus. Et quand je traite un sommet, je regarde tous ses successeurs du sommet en question, et je regarde si à partir de ce sommet et de cette valeur, de la valeur qu'il a, hein, de la valeur qu'il a fallu pour l'atteindre, donc ici 4, est-ce qu'en ajoutant le poids de l'arc, j'arrive à améliorer les valeurs des sommets que ça me permet d'atteindre? Là, ça va être le cas pour les deux sommets parce que 4 plus 2, ça fait 6 pour S4, ce qui est évidemment mieux que rien du tout, enfin que le plus l'infini que j'avais jusqu'à présent. Donc ça me permet de trouver un 6 ici. Et puis, sur cet exemple-là, ça n'aurait pas forcément été le cas. Ça aurait pu être 5 et 4 plus 5, ça aurait pu être pire que 8. Mais là, 4 plus 3, 7, c'est mieux que le 8 que j'avais précédemment. Donc, ça m'amène à changer le 8 et à le remplacer par un 7. Et donc, je pense que c'est clair. Hein, j'ai deux successeurs. 4 plus 2, ça fait 6 et 4 plus 3, ça fait 7. C'est pas trop compliqué, c'est des additions. Et donc, ça me donne cette nouvelle table. Je n'ai pas copié celle qui n'était pas modifiée. J'ai juste écrit les modifications. Et donc, on le voit déjà, j'ai un peu trop glissé, mais j'ai tué le suspense. Mais donc, à l'itération suivante, toujours pareil, je vais traiter le sommet de plus petite valeur parmi ceux que je n'ai pas encore traités. S2, j'aurais peut-être dû barrer S2 ou faire quelque chose pour dire celui-là, il est traité. Mais enfin, en tout cas, c'est entre 7, 6, 11 et plus l'infini que le match se déroule. Et le match est gagné par S4. Donc, on ne traite pas les sommets dans leur ordre croissant. On ne va pas faire S1, puis S2, puis S3, puis etc. Non, à chaque fois, on prend le sommet. C'est un hasard que le premier, ce soit S2. À chaque fois, on prend le sommet qui a la plus petite valeur. Et donc, le sommet qui a la plus petite valeur maintenant, c'est S4. Et s'il y avait, il faut vraiment le traiter dans ce sens-là, si par exemple il y avait un arc de valeur 0 entre S4 et S3, ça m'amènerait à modifier S3, à trouver 6 plus 0, ça fait 6, c'est mieux que 7. Donc il faut vraiment les traiter dans cet ordre-là. Donc l'itération suivante, ce sera S4. Et donc, je sais pas, peut-être 2 secondes ou pas. Enfin, en tout cas, pareil, je regarde quels sont les successeurs de S4 et je regarde si, à partir de cette valeur de 6 plus la valeur de l'arc, j'arrive à améliorer ou pas les valeurs pour atteindre les successeurs de S4. Ouais. On le voyait à peu près, on le voit en fait, je vais le laisser comme ça. Il a 3 successeurs, S4, et c'est bien fait mon exercice. Celui qui a fait cet exercice, il est bien. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Parce que il y a les 3 cas possibles. Il y a d'abord 6 plus 7 qui fait 13 pour S6. Alors là, je glisse un petit peu qu'on revoie S6, non. 6 plus 7, ça fait 13 pour S6. Et évidemment, 13, c'est mieux que plus l'infini. On n'avait pas trouvé pour l'instant de chemin pour atteindre S6. Évidemment, quand on en trouve un, c'est mieux que pas de valeur du tout. Donc 13, c'est mieux que S6. Donc c'est pour ça que j'ai écrit 13 ici. Il y a un deuxième successeur qui est S3. Et il se trouve que ici, l'arc, sa valeur, c'est 2. C'est cette valeur-là. Et que donc 6 plus 2, ça fait 8, c'est moins bien que ce que j'avais trouvé précédemment.
J'ai mis un petit trait ici pour dire, ah ouais, S3 c'est bien un successeur, mais ça ne permet pas d'améliorer la valeur. 7 c'était mieux que 8 et donc je ne vais rien changer et j'ai mis un petit trait. Et puis il y a le troisième cas de figure tout aussi intéressant qui est 6 plus 5 ça fait 11 pour atteindre S5 et 11 c'est la même valeur que celle que j'avais obtenue précédemment. Vous voyez, il y avait 11 si j'y allais directement et 4 plus 2 plus 5 ça fait 11 aussi. 6 plus 5, 11. Et donc, il y a égalité et je fais le choix, je pourrais le faire dans les deux sens, mais enfin, je fais le choix que quand il y a égalité, je ne change pas. Il va y avoir, en fait, il y aurait deux possibilités. Il y a deux plus courts chemins pour aller en S5 et l'inconvénient de Dijkstra, si c'est un inconvénient, c'est qu'il en mémorise qu'un. Il mémorise qu'un seul pair. Il n'aura qu'une seule arborescence de plus court chemin et chaque sommet n'a qu'un seul pair. Bon, comme ils sont équivalents, on pourrait dire que le pair de S5, c'est soit S1, soit S4. J'ai décidé ici, enfin, c'est comme ça que je l'avais présenté en cours, que quand il y a égalité, je ne change pas de paire. Donc, je ne change pas la valeur ici. Je considérerais que le pair de S5, c'est 11, à moins que je trouve d'autres valeurs mieux d'ici là. Enfin, d'ailleurs, je vais trouver d'autres valeurs mieux, parce que 4 plus 3 plus 2, ce sera mieux. Enfin bon, si ça restait comme ça, la valeur, le pair de S5, ce serait S1. C'est clair là, cette ligne pour tout le monde, ça va? Monsieur? Ouais. Oui, du coup c'est clair, mais je voulais juste savoir, normalement on note les paires. Soit on note les paires, alors il y a certains trucs où je mets le pair entre parenthèses, mais là, en fait, le pair, quelque part, c'est la dernière fois, de la façon dont je l'ai présenté, le pair, c'est la dernière fois où j'ai réussi à modifier la valeur. Donc, le pair de S2, ça va être S1. Par contre, pour l'instant, alors je crois que ça ne va pas modifier, mais les paires de S3 et S4, ce sera S2, puisque c'est là que j'ai modifié la valeur, et ainsi de suite. Ah oui, donc les paires c'est à gauche. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, C'est merci. à partir de S2 que j'ai réussi à obtenir cette valeur 6 pour S4. D'accord, merci. Donc effectivement, c'est le pair. Et si j'avais réécrit 11 ici, tu vois, c'est pour ça que je disais, je ne le réécris pas, je mets juste égal, je ne change pas. Si j'avais réécrit 11 ici, momentanément, le pair de S5, ça serait S4. Ça voulait dire que le plus court chemin que je prenais, c'était celui qui passait par le haut, là. Enfin, que 5 plus 2 plus 4 et pas celui qui venait directement de S1. Mais on n'est pas obligé de le prendre puisqu'il y avait déjà 11 avant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça, j'ai dit quand c'était égal, je modifiais pas. Mais, D'accord, ok. Et donc, là, les trois candidats il y a deux sommets qui ont déjà été traités, hein, ceux que j'ai soulignés ici. Donc, les trois candidats pour l'itération suivante, c'est S3, S5, S6. Et celui qui a la plus petite valeur, là, c'est peut-être pas hyper lisible avec mon truc où je ne recopie pas. Je ne sais pas si c'est bien de la façon dont je l'ai présenté comme ça. Enfin, les valeurs que j'ai actuellement, c'est 7, 11 et 13. Hein. Il aurait fallu que je réécrive tout à chaque ligne, je ne sais pas. Enfin bon, je pense que c'est quand même à peu près lisible que la valeur actuelle de S3 c'est 7, la valeur actuelle de S5 c'est 11 et la valeur actuelle de S6 c'est 13. Et que donc la plus petite des trois valeurs c'est S3 et que donc le sommet que je vais traiter à l'itération suivante, ce sera S3. Et que donc je vais regarder les successeurs de S3 qui sont au nombre de 2. Alors, la valeur de S3, hein, c'est 7. 7 plus 1, ça fait 8 pour S4. Je ne vais pas modifier S4, mais c'est normal puisque S4, de toute façon, a déjà été traité. Par contre, 7 plus 2, ça fait 9. Et ça m'amène à modifier la valeur de S5. J'avais 11 jusqu'à présent, j'ai trouvé une meilleure valeur qui est 9. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que ce 11, il allait être bouffé par ce 4 plus 3 plus 2. Donc ça m'amène à modifier la valeur de... Et du coup, évidemment, hein, par rapport à ce qu'on disait, ça change le pair de S5. Maintenant, le pair de S5 dans l'arborescence des plus courts chemins, ça va être S3. Celui, c'est à partir de S3 que j'ai réussi à trouver cette valeur de 9.
Il me reste plus que 2 candidats, enfin que 2 sommets que j'ai pas encore traités, ce sont S5 et S6. Je vais peut-être le monter un peu, ça comme ça permettra qu'on voit tout. Hop. Donc 9-13, le sommet que je vais traiter après, c'est S5 et de valeur 9. J'aurais dû le souligner, pardon. Je n'ai pas suivi mon truc. Là. Théoriquement, quand je prenais un sommet, je le soulignais. Enfin bon. Et à partir de ce 9, il n'y a qu'un seul successeur qui est S6. 9 plus 3, ça fait 12. C'est mieux que 13. Et donc, je marque 12 ici. Et puis, il ne me reste plus qu'un seul sommet non traité, c'est S6. Je l'ai écrit ici, mais comme S6 n'a aucun successeur, évidemment, ça ne change rien. Et donc, ça marque la fin des itérations et de l'algorithme. Ça, je vais le pousser. Là, voilà. Ça marque la fin de l'algorithme. Alors, il reste, à partir de ça, à retrouver l'arborescence des plus courts chemins. Et donc, celle-là, je peux faire un peu plus. Réduire. Hop, voilà. Là aussi, j'aurais peut-être pu vous laisser le temps de la retracer et tout ça. Mais on voit que S1, il n'a qu'un seul fils qui est S2, c'est la seule valeur. Il y en a deux ici, S3 et S4. La dernière fois que je les ai modifiés, c'est à partir de S2. S5, je l'ai obtenu à partir de S3. Son père dans l'arborescence des plus courts chemins, c'est S3. Et S6, son père dans l'arborescence des plus courts chemins, c'est S5. Et donc, ça me donne cette arborescence-ci des plus courts chemins. Et ça me donne aussi, c'était la dernière question, le plus court chemin pour aller de S1 à S6, qui consiste à passer par presque tous les sommets. C'est 4, plus 3, plus 2, plus 3, qui m'a donné ce 12. Je reviens sur la fenêtre. Quand je cache 2 secondes l'énoncé, je viens un petit peu sur la fenêtre conversée. Vous avez rien dit. Je vais considérer que ceux qui ne dit rien consent, je vais considérer que c'est plutôt bon signe et que c'est à peu près clair pour tout le monde. Si vraiment c'est pas clair, si vraiment il y a un truc qui paraît, n'hésitez pas à intervenir. N'hésitez surtout pas à parler, à raconter des histoires. Il n'y a pas du tout de souci. En tout cas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à le dire. Personne ne dit rien. Donc, c'est pas très compliqué quand même, Dijkstra. Alors, il y a un deuxième exercice qui est plus long et peut-être un peu plus pénible. On va faire de la randonnée en montagne avec un graphe qui est quand même plus conséquent. Peut-être un peu trop gros comme graphe. Peut-être que j'aurais... Donc, on est en vacances dans les Alpes, à Saint-Véran, et on décide de faire une randonnée d'une journée pour aller jusqu'à Queyras. Je ne sais pas si ça se dit Queyras ou Queyras. Je ne sais pas si le S se prononce. Peut-être que vous le savez. On va dire Queyras, mais je ne suis pas sûr. Et donc, on a fait un graphe avec les chemins de randonnée qui permettent d'aller de Saint-Véran à Queyras, qui passe par des cols, des refuges, des lacs, etc. Et puis, on a mentionné les temps qui sont indiqués dans les topoguides et qui sont là donc indiqués en minutes. Il faut une demi-heure pour monter à la petite chapelle, 30 minutes, une demi-heure pour monter à la petite chapelle et ainsi de suite. Je crois que les noms, je les ai un peu inventés, mais pas totalement. Je mets que la carte a été inventée par l'auteur avec des noms plus ou moins réels.
Je crois que c'est quand même des noms qui existent dans le coin. Alors j'ai pris des noms un petit peu rigolos. Il y a la cascade du Pisdru, il y a le cul du chien, mais je crois que ça existe dans ce coin-là. C'est pas que moi, c'est pas que moi qui est complètement déliré, qui est le col de chaux de maison. Je crois que, enfin, je me rappelle plus bien parce que je l'ai fait il y a un moment, cet énoncé, mais je crois que c'est des noms qui existent plus ou moins dans le massif du Queyras. Bon, et donc c'est une randonnée en famille, et donc au début, vous faites ça avec vos petits frères et vos petites sœurs, en supposant que vous en ayez, enfin en tout cas avec des gens pas trop courageux, et quand même envie de faire le chemin qui soit le moins fatigant possible et le plus rapide possible. Et donc on essaye de trouver le chemin le plus rapide, c'est-à-dire le plus court chemin pour aller de Saint-Véran à Queyras. Vous savez si on dit Queyras ou Queyras? Il y a quelqu'un qui le sait? Ouais, ouais, je pense que ça existe aussi, ouais. Non, bah ouais, bon, bah écoutez, on essaiera de savoir si on dit Keras ou Keras. Keras, je sais pas, enfin bref. Donc la première question, ça consiste à trouver le plus court chemin pour aller de Saint-Véran à Queyras. Comme nous n'avons que des valuations qui sont positives, on peut appliquer l'algorithme de Dijkstra. C'est pas ce que j'ai fait, mais on peut appliquer l'algorithme de Dijkstra. Éventuellement, je vais vous laisser le temps de le faire, etc. Par contre, il y a une deuxième question qui est, vous êtes toujours en famille, mais ce coup-ci avec les parents de votre copine ou les parents de votre copain qui font les malins et qui se présentent comme des randonneurs infatigables. Vous décidez donc de rechercher l'itinéraire le plus long, celui qui va passer par tous les cols, par les belvédères et tout ça. Et, euh, et donc, bon, bref, on a deux questions. Une sur laquelle on cherche le plus court chemin pour aller de Saint-Véran à Queyras, celle qui va minimiser la somme des temps. Et l'autre où c'est l'inverse, où on essaye de trouver le plus long chemin, celle qui va maximiser la... On va faire des zigzags pour aller le plus lentement possible à Queyras et fatiguer les beaux-parents. Donc, comme pour la première question, je vous laisse un peu de temps. Et je dis rien pendant un moment.
Alors, je vais quand même dire quelque chose, d'une part, parce que j'arrive pas à rester longtemps devant mon ordinateur à rêvassouiller sans rien dire, mais surtout vis-à-vis de ce que j'ai fait vis-à-vis de la correction. J'ai pas fait Dijkstra en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est très bien si vous essayez de faire Dijkstra pour le plus court chemin. Encore une fois, ça marche. Que d'évaluation positive, on peut donc appliquer l'algorithme de Dijkstra pour le plus court chemin. Ce dont par contre je voudrais vous convaincre, c'est que Dijkstra ne marche pas pour le plus long chemin. Je vais y revenir, mais tant Dijkstra, ça marche très bien pour trouver le plus court chemin pour peu qu'on ait que des valeurs positives dans le graphe, autant ça ne marche pas pour trouver le plus long chemin. Par contre, l'algorithme sur lequel on ne va pas faire d'exercice cette séance-ci, on va attendre la semaine prochaine, parce que je l'ai fait en cours mardi dernier, qui est l'algorithme de Fold-Bellman, il pourrait marcher pour le plus long chemin. Mais on ne va pas l'appliquer pour l'instant, parce qu'on va faire autre chose, enfin j'ai fait autre chose, dans la mesure où on a affaire à un DAG. Il se trouve que dans ce graphe-là, de la façon dont il est dessiné, il n'y a aucun circuit. Je vais revenir sur le truc pour montrer qu'il n'y a aucun circuit. Le plus simple pour trouver le plus long chemin, et pourquoi pas pour trouver le plus court chemin, ça consiste à faire un tri topologique et à traiter les sommets dans l'ordre de ce tri topologique. Je vous rappelle qu'un tri topologique, là, c'est ce qu'on avait fait pour les histoires de vêtements, où il fallait mettre ses chaussettes avant ses chaussures et tout ça, et où en fait on marque, où on prend chaque sommet après tous ses prédécesseurs. C'est un ordre où chaque sommet, il est classé après tous ses prédécesseurs. C'est justement possible quand il n'y a pas de circuit, quand c'est acyclique. Mais du coup, quand on a fait ça, c'est assez facile de trouver les plus courtes ou les plus longues valeurs, puisque comme on connaît la valeur de tous les prédécesseurs, ben, à partir de la valeur des prédécesseurs, on peut déterminer la plus courte ou la plus longue valeur pour le sommet en question. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai pas fait Dijkstra. Ce que j'ai fait après, on le détaillera après, mais vous voyez, j'ai pris un ordre topologique et puis j'ai déterminé le plus court, le plus long, progressivement en utilisant ce tri topologique. Ça ne vous empêche pas, si vous voulez, et à nouveau je vais me taire et puis je vais vous laisser. Ça ne vous empêche pas, si vous voulez, de faire Dijkstra. On verra bien si vous retrouvez les mêmes valeurs et puis le même plus court chemin que moi. Mais en tout cas, vis-à-vis de la correction que moi je vais vous présenter, j'ai utilisé cette histoire de tri topologique. Et c'est ce que j'ai utilisé à la fois pour le plus court et pour le plus long chemin. J'écarte ça un tout petit peu pour revenir là-dessus. Pour dire encore, je promets je me tais bientôt, pour dire que... ouais, je vais répéter, Anne, pas de souci. Pour dire, alors un tri topologique, première chose, Anne, un tri topologique, ça ne marche, ça n'existe, c'est possible de trouver un ordre topologique qu'à partir du moment où il n'y a pas de circuit, à partir du moment où on a affaire à un DAG, un graphe orienté sans circuit, a Directed Acyclic Graph. C'est ça qui donne le nom à DAG, D pour Directed, A pour Acyclic, G pour graphe. Et effectivement, là, il n'y a pas de cycle. Enfin, je vous laisse vérifier par vous-même. À chaque fois, c'est orienté de telle sorte qu'il n'y a pas de cycle. Donc, on a un DAG et à partir du moment où on a un DAG, c'est possible de trouver un ordre topologique. Et un ordre topologique, c'est un classement des sommets, c'est un ordre sur les sommets, de telle sorte que chaque sommet, il est placé après tous ses prédécesseurs. Donc le premier sommet qu'on va mettre, c'est forcément celui qui n'a pas de prédécesseur, la source, donc Saint-Véran. Par la suite,
on ne va pouvoir prendre dans l'ordre topologique que le sommet qui n'a comme prédécesseur que Saint-Véran. Il faudra forcément que le deuxième sommet dans cet ordre topologique, ce soit la petite chapelle. Ça ne peut pas être le col de Saint-Véran parce que le col de Saint-Véran, il a la petite chapelle comme prédécesseur. Et puis, petit à petit, on va avancer comme ça. De temps en temps, il y aura des choix. On n'a pas forcément un seul ordre topologique. Viens dire bonjour. Bonjour. Mais et donc l'avantage, excusez-moi, je me suis laissé distraire par mon chat qui venait vous dire bonjour. À partir du moment où on a déterminé cet ordre topologique, l'avantage, par exemple, c'est que quand on va traiter un sommet, allez, prenons le cul du chien, par exemple, comme on aura la valeur plus courte ou plus longue, enfin disons plus courte, de tous ses prédécesseurs, on connaîtra la plus faible valeur pour aller au refuge, on connaîtra la plus faible valeur pour aller au lac glacé. Et donc, à partir des valeurs les plus courtes qu'on aura précédemment, ce sera assez facile de déterminer quelle est la valeur la plus courte pour aller au cul du chien. Ce sera la plus faible valeur ici, plus 60, la plus faible valeur ici, plus 25, et je prendrai la plus petite des deux, le min des deux. Je vais avancer comme ça petit à petit. C'est pas très compliqué du coup comme algorithme, c'est presque plus simple que Dijkstra, je trouve. Mais ça ne marche que quand j'ai pas de circuit, et c'est assez rare dans les applications réelles que j'ai pas de circuit. Comme je le disais en cours, dans toutes les applications réelles, si c'est un navigateur par exemple, c'est un graphe fortement connexe et donc il y a des circuits. Quand je pars de chez moi puis que je vais à un point, heureusement, il y a une route qui me permet de revenir chez moi, donc ça fait un circuit. Et quand il n'y a pas de circuit, c'est plutôt simple comme algorithme. Donc j'ai appliqué celui-là. Bon, je me tais un peu. Je dirai après pourquoi ça marche pas pour le plus long chemin et pourquoi pourquoi Dijkstra, ça marche justement le tri topologique. Mais pourquoi Dijkstra ne pourrait pas être appliqué pour le plus long chemin. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai utilisé, j'ai eu un peu la flemme, j'ai pas eu envie de faire d'abord Dijkstra pour réutiliser le tri topologique. D'autant que j'ai pas, je l'aurais fait si puisque c'est quand même une séance un petit peu orientée Dijkstra a priori, je l'aurais fait si on avait fait que le premier exercice, etc. Mais il se trouve qu'il y a un autre exercice ici où là par contre j'ai utilisé Dijkstra, enfin je vais réécrire l'algorithme de Dijkstra, etc. Donc je le referai pour l'exercice 3 Dijkstra, donc c'est pour ça, je n'étais pas très motivé pour l'appliquer ici. Et j'ai utilisé, comme tu l'as écrit fort justement, Anne, le tri topologique pour le plus court et le plus long chemin. Et on fera un petit coup de Dijkstra avec l'exercice 3.
En tout cas, c'est bien que vous ayez bien en tête que Dijkstra fait un algorithme très bien pour les plus courts chemins, et c'est généralement celui-là qui est le plus employé. C'est celui-là qu'il est bien que vous connaissiez et tout ça. Mais donc, ce qu'il est bien que vous ayez en tête, c'est que ça ne marche pas quand il y a des valeurs négatives dans le graphe, ce qui est assez rare. Ça ne marche pas non plus pour les plus longs chemins. Si quand là, je vais vouloir trouver le plus long chemin pour les beaux-parents, là, pour les parents de votre copain ou de votre copine, euh, bah, avec Dijkstra, chaque sommet, il est traité qu'une et une seule fois. Hein. C'est la différence avec Ford-Bellman, où Ford-Bellman, je vais pouvoir revenir sur le traitement d'un sommet quand je vais modifier sa valeur. Mais Dijkstra, j'ai une itération par sommet. J'ai autant d'itérations qu'il y a de sommets, et à chaque itération, je traite un sommet sur lequel je ne reviendrai pas. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a d'abord traité le sommet S2, puis le sommet S4, etc. Une fois que c'était fait et on n'y revenait pas. Il y a une itération par sommet. Si je voulais chercher le plus long chemin, je ne sais même pas très bien. Là, donc, je partirais de Saint-Véran, je trouverais 30 et 60. Je ne sais pas quel est le sommet qu'il faudrait que je traite après. On a presque tendance à dire, puisque je cherche le plus long chemin, je vais prendre d'abord celui qui a la plus forte valeur. Mais si je prends celui qui a la plus forte valeur, ça veut dire que je traite le col de Saint-Véran. Et si je traite le col de Saint-Véran, je me trompe, parce que la valeur que je vais diffuser par la suite, c'est 60, alors que la plus longue valeur, c'est 75. Donc je me trompe si je prends la plus forte valeur. Alors vous allez peut-être me dire, bah non, en fait, il ne faut pas prendre la plus forte valeur, il faut prendre la plus petite. Et du coup, effectivement, je traite d'abord la petite chapelle, qui a la plus petite valeur, et puis là, je trouve bien le 75 pour le col de Saint-Véran. Mais quand ultérieurement, je vais avoir diffusé ça à partir du col de Saint-Véran, je vais trouver que la plus petite valeur, c'est le refuge, avec 100, qui sera bien plus petite que le col de Chamoussière. Donc je vais traiter ce refuge à Niel avec une valeur de 100 que je vais diffuser par la suite et sur lequel je ne reviendrai pas. Alors que bien évidemment, si je trouve le plus long chemin, la valeur pour atteindre le refuge à Niel, ça consiste à faire des zigzags et à passer par le col de Chamoussière. C'est 30 plus 45 plus 90 plus 40. Donc là aussi, je me trompe si je prends la plus petite valeur. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas, quoi. Je vous jure que ça ne marche pas l'algorithme de Dijkstra pour le plus long chemin. C'est comme des valeurs négatives. Quelque part, le plus long chemin, ça consiste à je maximise la somme des valeurs, ça vient à minimiser la somme des opposés des valeurs qui sont négatives. Aussi, c'est très clair ce que je raconte. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas, le plus long chemin. Je ne peux pas faire Dijkstra pour le plus long chemin. Je suis forcé de faire soit Ford-Bellman, soit, quand j'ai de la chance, comme ici, qu'il n'y ait pas de circuit, de faire cette histoire de tri topologique. Ce sera le seul exercice qu'on fera avec un tri topologique, mais du coup, ça permet de voir aussi cette solution-là dans le cas où j'ai pas de circuit. Et je vous attends un petit peu, je me tais un peu à nouveau, j'essaye de... vous me dites top quand vous dites, bon allez c'est ok, on se lance, on est parti pour faire le tri topologique et je vous attends un peu. J'attends votre autorisation pour continuer.
Bah, j'ai un fidèle assistant avec moi. Alors, je ne sais pas, personne m'écrit top. Peut-être que vous n'allez pas oser écrire top, on y va. Il est 10h20 à l'horloge de mon ordinateur. On dit à 10h23, ça vous va? Je vous laisse 3 minutes encore. Merci Lumna et Daphné pour votre accord. Ouais, c'est peut-être pas terrible. Mais d'un autre côté, je trouve ça quand même plus sympa que de les appeler S1, S2, S3. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, en particulier avec tous ces cols et tout ça, Saint-Véran, Chaboussière, Chaude-Maison. J'aurais peut-être dû prendre des villes plutôt que. Puis il est un peu gros comme graphe en plus. Il y a combien de sommets? 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15 graphes. Ouais, 15. J'aurais peut-être dû un peu le réduire. Alors, première chose, donc puisque j'ai fait ça comme ça, j'ai proposé un ordre topologique. En fait, de la façon dont c'est fait, il n'y a presque pas de choix. Il y en a presque qu'un ordre topologique. Il y a un seul moment où j'ai trouvé que j'avais un choix. En tout cas, le premier sommet à traiter, le seul qui n'a pas de prédécesseur, le seul qui est une source, comme on dit parfois, les sommets qui n'ont pas de prédécesseur, on appelle ça souvent des sources. Les sommets qui n'ont pas de successeur, on appelle ça souvent des puits. Enfin, en tout cas, le seul qui n'a pas de prédécesseur, c'est Saint-Véran, donc je partirai de Saint-Véran. Par la suite, le seul qui n'a comme prédécesseur que Saint-Véran, c'est la Petite Chapelle. Tous les autres ont d'autres prédécesseurs et je ne peux pas les prendre tout de suite parce que je n'ai pas vu tous leurs prédécesseurs. Je vais prendre le col de Saint-Véran parce que je n'ai pas encore vu la Petite Chapelle. Pareil pour le Refuge, pareil pour le col, etc. Donc celui que je suis forcé de prendre en deuxième, c'est la Petite Chapelle. Après, une fois que j'ai Saint-Véran et la Petite Chapelle, et ben, le seul que je puisse prendre,
c'est le col de Saint-Véran. Le refuge, il dépend du col de Chamoussière. Le col de Chamoussière, il a le col de Saint-Véran. Enfin bon, bref. Pour l'instant, je suis forcé d'avancer comme ça. Après, le seul que je puisse prendre, c'est le col de Chamoussière. Une fois que j'ai le col de Chamoussière, je peux prendre le refuge. Là, je connais tous ses prédécesseurs. Une fois que j'ai le refuge, le seul pour lequel je connais tous les prédécesseurs, c'est le lac glacé. J'ai toujours pas de choix, en fait. Et celui que je peux prendre après, c'est le cul du chien. Et c'est là, moment rare dans le graphe, où j'ai éventuellement un choix sur l'ordre topologique. Il y a à ce moment-là, hein, j'ai pris Saint-Véran, la petite chapelle, col de Saint-Véran, col de Chamoussière, refuge, Agnel, lac glacé, cul du chien. Et là, j'ai deux sommets pour lesquels je connais tous les prédécesseurs. Il y a à la fois la Combe, pour lequel j'ai déjà donc pris le lac et le cul du chien. Et il y a aussi le Belvédère, pour lequel j'ai déjà pris le col de Chamoussière et le cul du chien. Donc Belvédère et Combe, je les ai pris dans ce sens-là, mais j'aurais pu intervertir le sens. J'aurais pu, dans l'ordre topologique, traiter la Combe avant le Belvédère ou vice-versa. Mais enfin bon, j'ai mis d'abord moi le Belvédère et puis après la Combe. Une fois que j'ai fait la Combe, je peux faire la cascade. Une fois que j'ai fait la cascade, je peux prendre le lac bleu. Le fait que je traitais le lac bleu me permet que maintenant je connais tous les prédécesseurs pour la Pointe Johanne, ce qui me permet de prendre finalement la vallée, le col de Chaude-Maison et Queyras. Bon, bref, j'ai obtenu cet ordre topologique-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette histoire d'ordre topologique? Bon, personne n'a l'air d'être trop choqué. Personne dit je comprends rien. C'est pas clair votre histoire, monsieur. Ah, quelqu'un qui a dit quelque chose. Ça va pour Lumna et ça va pour Shamima. Bah, si ça va pour Shamima, Lumna, Daphné et Lumna, la vie est belle. Merci pour votre réaction à toutes les trois. Et donc, bon, la première chose, c'était donc de trouver un ordre topologique. Hein. Je vous rappelle bien, j'insiste bien là-dessus, ça n'existe un ordre topologique que parce que je n'ai pas de circuit. Parce que j'ai un directed cyclic graph. S'il y avait des circuits, ce ne serait pas possible parce qu'il manquerait toujours un prédécesseur dans l'ordre du circuit. Mais là, sans circuit, c'est possible de trouver cet ordre topologique. Une fois que j'ai trouvé cet ordre topologique, je vais pouvoir avancer petit à petit dans cet ordre-là. Comme je connais les valeurs de toutes les prédécesseurs, que ce soit la plus petite ou la plus longue, suivant que je fasse le plus court ou le plus long chemin, je vais pouvoir déterminer la valeur du sommet en question en faisant un min ou un max, suivant que je cherche le plus petit ou le plus long. Toujours est-il que je vais essayer de faire ça comme ça. Décale-toi un peu, toi. Voilà. J'espère que c'est à peu près lisible. Quelqu'un qui a dit quelque chose? Non, personne depuis Daphné. Donc, le premier, il n'est pas très intéressant, hein, puisque j'ai qu'un seul prédécesseur pour la petite chapelle qui est Saint-Véran, que ce soit le plus court ou le plus long chemin, je trouve une valeur de 30 pour aller à la petite chapelle. Il n'y a pas le choix, c'est le seul itinéraire pour aller à la petite chapelle. Et donc, son prédécesseur, que ce soit pour le plus court ou le plus long chemin, c'est Saint-Véran. Je l'ai mis entre parenthèses le père, comme je l'ai mis ici entre parenthèses le père. Le sommet que je traite après, c'est le col de Saint-Véran. Et là, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est peut-être écrit un peu en petit. Là, on ne voit pas très bien mes pattes de mouche, comme on dit parfois pour de l'écriture petite. Mais en tout cas, je suis amené à comparer pour les deux prédécesseurs la valeur du prédécesseur plus la valeur de l'arc. Et si je cherche le plus court chemin, je prends le min. Et si je cherche le plus long chemin, je prends le max. Donc pour Saint-Véran, pour le col de Saint-Véran, je suis amené à faire soit 0 plus 60, la valeur de Saint-Véran plus la valeur de l'arc, soit 30, la valeur de la petite chapelle, plus 45.
Dans un cas, quand je cherche le plus court chemin, je prends le min des deux, et le min entre 0 plus 60 et 30 plus 45, c'est 60. Ce qui me donne donc comme paire pour le col de Saint-Véran, 0 plus 60. C'est en venant de Saint-Véran que je trouve le plus court chemin. Par contre, quand je cherche le plus long chemin, je prends le max des deux. Le max des deux, c'est 75. Et donc, pour les plus longs chemins, le pair, c'est la petite chapelle. LPC pour la petite chapelle. Ça va. Et puis petit à petit, je vais avancer comme ça. Hein. Bon, c'est assez facile comme cheminement, mais ce qui complique un peu la chose, c'est que d'une part, comme on l'a noté, comme je le vois encore par la réflexion d'Anne, le graphe est un peu gros, donc on a pas mal de lignes à faire. Et puis ce qui complique aussi un tout petit peu la chose, c'est que j'ai fait en parallèle et le plus court et le plus long chemin. Donc à chaque fois, c'est des valeurs différentes auxquelles il faut que je me réfère. Par exemple, quand je prends le col de Chamoussière, si je prends le plus court chemin, j'ai à comparer 30 plus 100, la plus petite valeur ici, la petite chapelle, plus la valeur ici, 30 plus 100. Et pour l'autre chemin, 60 plus 90. Petite valeur pour le col de Saint-Véran, c'est 60 plus 90. Et donc la plus petite des deux, entre 30 plus 100 et 60 plus 90, c'est 130. Et donc le pair, c'est la petite chapelle. C'est pas forcément la même chose pour les plus longs chemins, puis c'est ça qui complique, c'est pas les mêmes valeurs. Que je compare 30 plus 100 et 75 plus 90. 75 plus 90. Et donc je trouve 165, 175 plus 90, 165, c'est plus gros que 130. Et donc 165 avec le pair qui est donc le col de Saint-Véran. J'ai peur de vous perdre à faire les deux en même temps. Enfin, je ne sais pas. Pour le refuge, je vais peut-être faire que le plus court chemin d'abord. Je ferai les plus longs après. Je ne sais pas. Je sais pas quel est le plus simple. Pour le refuge, il faut que je compare 30 plus 70 et 130 plus 40. Évidemment, c'est 30 plus 70 le plus petit. Donc une valeur de 100 avec comme paire la petite chapelle. Pour le plus long chemin, 30 plus 70, c'est largement écrasé par 165 plus 40. J'obtiens 205 ici avec comme paire le col de Chamoussière. Et puis j'avance comme ça petit à petit. Je regarde un petit peu s'il y a des réflexions, mais aucune réflexion depuis celle de Daphné. J'en étais au refuge, après arrive le lac. Alors le lac, c'est pas très compliqué parce qu'il a qu'un seul prédécesseur qui est le refuge. Hein. Donc il suffit que j'ajoute 30 aux valeurs précédentes. Ça me donne 130 et 235 avec dans les deux cas le pair le refuge. Pour le cul du chien, là j'ai deux prédécesseurs. Donc il faut que je regarde à chaque fois la valeur du refuge plus 60, la valeur du lac plus 25. Pour le plus court chemin, je prenne le min. Pour le plus long chemin, je prenne le max. Ce qui est du plus court chemin, la plus faible valeur, c'est 130 plus 25. Hein, c'est en passant par le lac, ce qui me permet d'obtenir 155. À l'inverse, pour le plus long chemin, c'est au contraire en venant du refuge et ça fait 205 plus 60, 265.
Et puis j'avance comme ça petit à petit. Alors, je peux détailler chacune des valeurs, vous laissez les regarder puis voir si vous êtes d'accord, je ne sais pas. J'ai mis à chaque fois donc la valeur que j'obtenais. Encore une fois, pour trouver une valeur, je regarde quels sont les prédécesseurs du sommet. Donc là, par exemple, pour Belvédère, j'en étais à Belvédère, il y a 2 prédécesseurs qui sont Col de Chamoussière et Cul du Chien. C'est les 2 seuls arcs qui arrivent à Belvédère. Je regarde la valeur du prédécesseur plus la valeur de l'arc, la valeur de l'autre prédécesseur plus la valeur de l'arc. Je prends le min pour le plus court chemin, je prends le max pour le plus long chemin. Donc, par exemple, on va faire que le plus court chemin, mais pour ce qui est donc du Belvédère, le col de Chamoussière, c'est 130 plus 75, 205, alors que le cul du chien, c'est 155 plus 100, 255. La plus petite valeur, c'est 205, et donc le pair, c'est le col de Chamoussière. Ça justifie ce 205 avec cham entouré entre parenthèses. Et pour le cul du chien, ça va être l'autre valeur. Par contre, ça va être 265 plus 100 qui m'amène à 365, comme le nombre de jours dans une année. Et puis petit à petit, j'avance comme ça à chaque fois, à chaque sommet. Toujours de le reprendre à chaque fois, mais à chaque sommet, je regarde quels sont les prédécesseurs. La combe, c'est lac glacé et Q. La valeur que j'avais obtenue précédemment pour 130 pour le lac glacé, 155 pour le cul du chien, plus la valeur, je prends le min et ça me donne la valeur. J'ai récapitulé là ici, du coup, parce que c'était un peu le plus compliqué. Pour la pointe Johanne, comme il y a 4 prédécesseurs, vous voyez 4 arcs qui arrivent à la pointe Johanne, plein de chemins de randonnée qui permettent de monter à cette pointe à partir de plein d'endroits. Du coup, j'ai remis ici les 4 valeurs et évidemment, j'ai pris la plus petite ici, j'ai remis ici les 4 valeurs et j'ai pris la plus grande ici. Et alors pour ceux, je vous avais laissé un peu de temps au début. J'ai essayé de me taire un peu au début. Je vous ai dit, je vous laisse un peu faire le graphe avant de dire que j'avais fait le tri topologique, etc. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui, courageusement, en se perdant un peu dans les noms des sommets, s'étaient lancés dans l'application de Dijkstra. Je ne l'ai pas refait. Je vous ai dit, je l'ai fait pour le premier exercice, je vais le refaire pour le troisième. Je n'ai pas fait Dijkstra pour cet exercice-là. Enfin, si vous l'avez fait, vous êtes censé trouver ces valeurs-ci. J'espère que vous trouvez bien ces valeurs, parce que par contre, les valeurs qu'on applique, quel que soit l'algorithme qu'on applique, on doit trouver les plus courts chemins et donc les plus petites valeurs. J'espère que vous trouvez bien toutes ces valeurs-ci. Et pour le plus court chemin qui permet donc d'aller de Saint-Véran à Queyras, je suis reparti de Queyras. Alors je dis un Queyras, un coup Queyras, je ne sais toujours pas. Et à chaque fois, je remonte pour le plus court chemin en prenant quel est le pair. Donc j'ai obtenu ce 295 à partir de la vallée. Pour la vallée, j'ai obtenu le 235 à partir du lac Bleu. Pour le lac Bleu, j'ai obtenu ça à partir de Combes. La Combe, je l'ai obtenu à partir du lac Glacé. Le lac Glacé, c'est en venant du refuge. Le refuge, c'est en venant de la Petite Chapelle. Et la Petite Chapelle, à partir de Saint-Véran. Donc ça me donne ceci comme plus court chemin, qui fait quand même 295 minutes, presque 5 heures de marche. C'est pas rien. On a un peu mal au kikis à la fin. Enfin bon, on ne va pas sur l'école, on ne va pas sur les pointes et tout ça, on reste plutôt sur des trucs, on fait le tour des lacs. On va au refuge, on va à la Petite Chapelle faire une petite prière, on va au refuge, on fait le tour des lacs, on fait la Combe, la vallée. Ça reste pas trop de dénivelé et du coup on arrive à faire ça en un peu moins de 5 heures. 295 minutes. Et par contre, c'est l'horreur, le plus long chemin. On n'arrête pas de faire des zigzags, on passe par tous les cols, par toutes les pointes et tout ça.
Le plus long chemin, je l'ai mis en dessous, le truc que j'ai obtenu, mais c'est pareil, hein, je regarde quels sont les paires. Donc, pour arriver à Queyras, je venais du col de Chaude-Maison. Pour le col de Chaude-Maison, je venais de la vallée. Pour la vallée, je venais de la Pointe. Pour la Pointe, je venais du Belvédère et ainsi de suite. Donc, j'ai reconstitué l'itinéraire comme ça. Et ce que j'ai obtenu, donc, je ne fais pas tous les sommets, hein, je ne fais quand même pas les 15 sommets, mais je fais quand même beaucoup, beaucoup de zigzags. Là, ça me met 620 minutes, plus de 10 heures. Là, j'ai carrément très, très mal au kikis le soir. Et ça me donne ce chemin-là, donc Saint-Véran, la Petite Chapelle, le col de Saint-Véran, le col de Chamoussière, le Refuge, le Cul du Chien, le Belvédère, la Pointe-Johanne, la Vallée, le col de Chaude-Maison et Queyras. Là, je fais pas les lacs, je fais au contraire tous les cols. Je ne sais pas si j'ai été trop vite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais bon, soyons honnêtes, hein, je l'ai fait comme ça pour cet exercice-là et tout ça. Je voulais bien vous mettre en tête que pour le plus long chemin, on ne peut pas appeler technique Dijkstra, mais c'est très rare de chercher le plus long chemin. Ça arrive hein, quand même qu'il y ait des applications où on ait besoin de trouver le plus long chemin. Par exemple, dans les problèmes d'ordonnancement de tâches, hein, quand on a un projet, puis des tas de tâches qui composent ce projet, puis des tâches qui ont ce qu'on appelle des contraintes de précédence. Je peux pas, l'exemple que je prends d'habitude, c'est si mon projet c'est de construire une maison, je ne peux pas construire le toit avant d'avoir construit les murs d'abord. Donc, il y a des précédences, etc. Il y a une méthode qui est généralement appliquée qui s'appelle la méthode PERT. Mais si je veux connaître la durée minimale d'exécution du projet, ça me revient à chercher le plus long chemin, qu'on appelle le chemin critique pour les problèmes d'ordonnancement, le plus long chemin dans ce graphe des tâches. C'est ça qui me donne la durée d'exécution du projet. Enfin bon, je pars dans des histoires qui ne sont pas... Mais enfin bon, il y a parfois quelques applications où on a besoin de trouver le plus long chemin, pas uniquement pour fatiguer les beaux-parents. Mais bon, la plupart du temps, c'est plutôt le plus court chemin. Enfin, en tout cas, quand c'est le plus long chemin, je ne peux pas appliquer Dijkstra. C'est ça que je voulais faire passer comme message. Si ça va, cet exercice, si vous êtes d'accord avec ce qu'on trouve comme plus court chemin et éventuellement ce qu'on trouve comme plus long chemin, si vous avez à peu près compris ces histoires de tri topologique, comment à chaque fois, je regarde pour chaque sommet, je vais revenir sur la pointe, quels sont tous ses prédécesseurs, puisque j'ai fait ça suivant un ordre topologique, je connais la valeur pour les prédécesseurs, je fais la valeur du prédécesseur plus la valeur de l'arc, tous, et je prends le min pour le plus court chemin ou le max pour le plus long chemin, et puis petit à petit, comme ça, j'avance. Ça me donne les valeurs et les prédécesseurs. Et puis ça me permet finalement avec les prédécesseurs de trouver le chemin le plus long ou le chemin le plus court. Si c'est clair ce truc-là, si vous n'avez pas de questions, on passe au troisième exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à écrire un petit mot. Si vous voulez un peu plus de temps pour regarder ce que j'ai écrit, dites-moi, laissez-le encore un petit peu avant de passer à l'exercice suivant. C'est comme vous voulez. Enfin, de toute façon, hein, comme d'habitude, mes petites pattes de mouche, comme je les appelais tout à l'heure, c'est-à-dire ce petit corrigé, je le mettrai en ligne. Je le mettrai sur Moodle. Ouais. Oui, bien sûr que je mettrai la correction sur Moodle, hein. Bien sûr.
Bon, allez, on quitte la randonnée, fini la randonnée. Et donc, un dernier exercice, c'était un exercice de partiel. Il n'était pas si simple que ça, j'avoue. Bon, il y en a certains qui l'ont très bien fait, mais d'autres, bon, peut-être un peu plus compliqué. Donc, je vais lire cet exercice de partiel avec vous. Alors là, j'ai un graphe orienté pondéré, hein, avec des poids, enfin vraiment sur chaque arc. L'algorithme de Dijkstra, ça calcule une valeur DI pour chaque nœud correspondant à la valeur du plus court chemin de SAI à la fin. Et alors, on souhaite ajouter à cet algorithme de Dijkstra que je rappelle ici, que je donne ici, hein, le rappel de l'algorithme de Dijkstra, le compte du nombre de plus courts chemins de S vers chaque sommet I. C'est-à-dire s'il y a deux plus courts chemins de SAI, ben, je voudrais mémoriser cette valeur de 2. Et il s'agit donc de compléter l'algorithme de Dijkstra pour y ajouter le calcul de NI qui, à l'arrivée, doit donc contenir le nombre de plus courts chemins de SAI. Donc la première question, on va peut-être pas faire directement, on va peut-être commencer par essayer de l'appliquer puis voir comment D et N évoluent. Mais la première question, ça consistait à compléter l'algorithme de Dijkstra en y insérant le calcul de ces valeurs NI, qui sont donc le nombre de plus courts chemins de SAI. Et donc, quand on va l'appliquer sur le graphe ci-dessous, là, ce graphe-ci, bah déjà, on va faire Dijkstra, hein, puisque avant tout, on veut calculer les valeurs D. Mais en plus, au fur et à mesure où on calcule les valeurs D, on va essayer aussi d'ajouter le calcul de ces valeurs N, qui sont le nombre de plus courts chemins pour aller de S à I. C'est clair ces histoires? Par exemple, hein, je prends un exemple immédiat, mais le nombre de plus courts chemins pour aller de S à C, comme Chloé, ce sera 1 simplement. Il y a une seule façon d'aller de S à C. Le plus court chemin, c'est 3. Et il y a une seule façon, c'est d'aller directement de S à C. Par contre, le nombre de plus courts, ça sera pareil de S à B, la plus courte valeur, ça sera 2, il n'y a qu'une seule façon d'y aller. Par contre, la plus faible valeur pour aller de S à A, comme Anne, c'est 5. Parce que 2 plus 4, 6, ça fait plus. Mais par contre, il y a deux façons d'aller à A avec une valeur de 5. Il y a aller directement de S à A, mais en faisant 5. Mais il y a aussi en passant par C et en faisant 3 plus 2. 3 plus 2, 5. Donc, le nombre de plus courts chemins pour aller à A, la valeur N de A, nombre de plus courts chemins pour aller à A, il faudra que ce soit 2. Deux façons d'atteindre Anne par le plus court chemin de valeur 5. Soit 5 directement SA, soit SCA, 3 plus 2. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est au fur et à mesure que donc on va traiter ces sommets, eh ben, il y ait dans l'algorithme non seulement DI, mais aussi le calcul de NI. C'est clair ce qui était demandé dans cet exercice, ça va?
Donc on calcule les n en faisant l'algo, tout à fait. On rajoute ce qui est marqué la première question, on ajoute dans l'algorithme le calcul de ces n, et du coup, au fur et à mesure, quand on va appliquer l'algorithme, ben, à la fois, on va faire ce qui est déjà appliqué, c'est-à-dire calculer ces valeurs d, comme on le fait, ça va nous permettre de réappliquer Dijkstra, comme je l'ai dit, naturellement. Au moins faisons ça, hein, même si pour ceux qui avaient fait donc il y a 2 ans ce partiel, c'était tout à fait possible de ne pas faire la première question et d'appliquer juste l'algorithme de Dijkstra normalement sans rajouter la valeur des calculs NI. Serait-ce que d'appliquer bien Dijkstra valait déjà la moitié des points de l'exercice, mais par ailleurs, il y avait ce truc supplémentaire qui était de rajouter dans ce calcul, le calcul des valeurs NI et le calculer au fur et à mesure qu'on va dérouler l'algorithme sur ce graphe-ci. Mais déjà, bon, un petit truc en plus, calculer le nombre de plus courts chemins avec ces valeurs N, mais déjà, objectif minimal, être capable d'appliquer correctement Dijkstra sur ce graphe. Monsieur, Oui, si j'ai bien compris, du coup, oh là là, pardon. je sais pas ce qui s'est mis en marche, mais c'est pas grave s'il y a un petit truc qui ronronne derrière toi. C'est mon ordi, il fait ça tout le temps. Bref. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, on rajoute une colonne n et par exemple pour A, c'est NA égale 2, c'est ça ou c'est Ouais, 100? ce que j'ai fait, hein, sans trop dévoiler, je vais quand même vous laisser un peu chercher par vous-même. Donc j'ai réécrit l'algorithme ici. Et puis, quand j'ai appliqué l'algorithme de Dijkstra, moi, j'ai mis deux valeurs, du coup, à la fois la valeur du D, là, celle qu'on avait précédemment, et puis une valeur à côté qui correspond au N. Donc, comme pour A, par exemple, on va finir par une valeur de 5 qui sera la valeur la plus petite et un N qui vaudra 2. Moi, j'ai fait ça comme ça. J'ai mis à la fois la valeur de D, à la fois la valeur de N pour chaque sommet. Pas forcément de faire exactement de la même façon, mais enfin, en tout cas, il va falloir à la fois rajouter les valeurs de n dans l'algorithme et à la fois, quand on va dérouler l'algorithme, qu'il y ait ce truc-là. Je devais cacher quand même qu'il y ait un peu de recherche de votre part. Et comme les exercices précédents, bah là, je vous laisse un peu de temps. Je vous laisse bien du temps. Il est 10h54. Ça vous va si je vous laisse jusqu'à 11h? Si je vous laisse même un peu plus, hein, si vous voulez. Mais enfin, au moins, réfléchissez. Commencez peut-être par essayer d'appliquer tranquillement l'algorithme de Dijkstra, puis de voir au fur et à mesure en vous disant, ah bah ouais, tiens là, du coup, il y a un autre, ça fait bouger la valeur de n. Qu'est-ce que ça implique? Comment je pourrais rajouter ça dans l'algorithme pour que ça me trouve bien 2 pour A et ainsi de suite. Bref, je vous laisse un peu de temps. Oui. Bon, pas vraiment, mais tu peux me parler. Non, non, je leur laisse un peu de temps pour réfléchir à l'aide de... Quand je vais couper le son. Ouais, non, vas-y, tant pis, t'entendront parler, c'est pas grave, je sais plus où est le menu. Ah, là,
Je suis allé 2 secondes là, histoire, je vais bientôt reprendre la parole sur l'exercice, mais un petit truc qui m'a fait rigoler hier, je suis sur le site de la ville de Versailles, hein, c'est versailles.fr, et ils avaient mis ça hier, ça m'a fait sourire. En mobilité, un téléphérique viendra prolonger la ligne T6 de Viroflay, sur le site officiel de la ville de Versailles, hein, avec cette belle image, avec un petit téléphérique, le château dans le lointain et tout ça. Et donc le futur téléphérique de 4 km viendra prolonger la ligne T6. Depuis quelques années, les téléphériques ont la cote, s'imposent de plus en plus. Après plusieurs présentations, le projet vient d'être officiellement validé par la ville de Versailles. Bon, évidemment, c'était parce que c'était le 1er avril et que c'était un poisson d'avril, mais j'ai trouvé ça rigolo, cette petite image du téléphérique qui allait jusqu'au château de Versailles. Donc, il disait par ailleurs que le chantier allait démarrer en 2022 et qu'il serait inauguré pour les JO de Paris 2024, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les épreuves d'équitation des JO, ça se déroulera à Versailles. Donc, effectivement, Versailles sera ville olympique quelque part avec l'équitation. Donc, il disait que ça devait être prêt pour les JO de 2024. Mais bon, c'était une petite parenthèse sans aucun rapport avec les histoires de plus court chemin, encore que c'était des histoires de mobilité, donc on n'est pas si loin que ça des trucs de plus court chemin, mais je trouvais qu'ils étaient un peu... ils étaient rigolos de la part de la ville de Versailles d'avoir mis ça. Ça m'a fait rire, ce petit téléphérique qui allait jusqu'au château. Bon, bref, je reviens sur l'exercice, donc excusez-moi pour cette petite parenthèse. Bon, ça fait du bien de faire des petites parenthèses. Donc, je sais pas, je me lance, c'est bon Bon, personne ne me dit non, non, attendez encore un peu, donc allons-y, lançons-nous. Ce que j'ai fait, je vais cacher un peu ça pour l'instant. Comment je vais faire? Comment on va faire? Bon, là, je cache rien du tout. On va agrandir au contraire. Voilà.
Donc, je suis parti, je montre que ça pour l'instant. Je suis parti pour appliquer Dijkstra. Et donc, l'initialisation de Dijkstra, je vous rappelle, en ne parlant que des valeurs D, je donne, s'il y a un arc de, c'est ce qui est marqué ici, si l'arc SI existe, alors DI prend la valeur oméga de SI, et sinon, plus l'infini. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Il y a trois arcs. Il y a trois arcs qui partent de S, un vers A qui me permet de lui donner la valeur 5, un vers B qui me permet de lui donner la valeur 2, un vers C qui me permet de lui donner la valeur 3, et tous les autres arcs n'existant pas, que des plus l'infini pour la suite. Alors j'ai commencé à mettre un tout petit peu les valeurs n, et c'est donc celle que je vais mettre pour l'initialisation. Ça suppose que j'ai trouvé déjà un premier chemin pour aller à ces sommets-là, à ces sommets qui sont directement reliés à S. Ce premier chemin direct à partir de S, c'est un premier chemin, c'est d'ailleurs celui qui va rester comme unique chemin pour certains. Ouais, ça aurait été pas mal, ouais. Enfin bon, je ne sais pas si ça aurait été très crédible, la tyrolienne du haut de la Tour Eiffel jusqu'au château. Et donc, j'ai commencé à remplir, alors je ne sais pas si c'est très évident, mais j'ai commencé à remplir les valeurs de n. S'il y a un arc de SAI, ça me donne un premier chemin. Et donc, dans ce cas-là, n de i est égal à 1. Donc, ça justifie que, tac, 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 j'ai commencé à compléter l'algorithme en particulier pour l'initialisation. Donc, quel que soit i différent de s, si l'arc existe, si l'arc SI existe, alors DI est égal à oméga de SI, mais aussi NI est égal à 1. Et sinon, DI est égal à plus l'infini et NI est égal à 0, puisque pour l'instant, j'ai trouvé aucun chemin pour aller à ces trucs-là, et c'est d'ailleurs pour ça que ça vaut plus l'infini. Donc en fait, initialement, j'ai donc ce truc-là, où pour ceux pour lesquels il y a un arc, à la fois ça prend la valeur pour D, et à la fois j'ai 1 pour le nombre de plus courts chemins. Et pour tous les autres, c'est plus l'infini, et je ne l'ai pas marqué à côté, mais NI est égal à 0. Ça va ça? On va dire que ça va. Après, pour ce qui était donc de cet exercice, il était impératif de bien appliquer Dijkstra, et ça, autant éventuellement, même si on ne complétait pas l'algorithme, déjà, je trouvais très bien d'avoir réussi à bien appliquer Dijkstra. Et bien appliquer Dijkstra, ça voulait dire qu'il y en a qui s'étaient un peu gourés, qui m'avaient mis les sommets dans l'ordre. Le sommet qu'on va traiter dès l'itération suivante, c'est donc le sommet B, puisque parmi tous les sommets, c'est celui qui a la plus petite valeur. Et donc, comme on le voit un peu ici, le sommet que je traite par la suite, c'est le sommet B. Et du coup, là, je l'ai représenté de façon un petit peu différente du premier exercice. J'ai entouré ici le sommet B, et j'ai fait arrêter ici. Ça veut dire qu'à cette itération-là, le sommet B, ça y est, il est traité et je ne le modifierai plus. Alors que tous les autres, je vais avoir des patates qui vont descendre un peu plus bas jusqu'au moment où ça ne bougera plus. Si c'est bien clair comme... Et donc, l'itération suivante, c'est à partir du sommet B. Le sommet B, il a 3 successeurs, A, E et F. 2 plus 4, ça fait 6, c'est moins bien que 5,
C'est pour ça que j'ai mis un petit trait ici. Ça ne modifie pas la valeur ici. 2 plus 6, ça fait 8. J'ai trouvé une valeur de 8 pour E. Et 2 plus 5, ça fait 7. J'ai trouvé une valeur de 7 pour F. Et évidemment, ces valeurs de 8 et 7, elles sont mieux que ce que j'avais précédemment, qui était de plus l'infini. Par ailleurs, ça me permet de trouver un premier chemin pour aller à E et à F, ce qui justifie que j'ai marqué ici à côté des 1, qui sont les valeurs n. J'ai trouvé un premier chemin pour aller à E et à F. Ça va, ces deux premières lignes? C'est clair pour tout le monde? L'application de Dijkstra où à chaque fois, donc, je prends le sommet non traité de plus petite valeur, hein, donc ici le sommet B. Et puis bon, ce petit ajout pour l'instant assez simple qui est le compte des plus courts chemins que j'ai trouvés. Donc, à l'itération suivante, hein, je regarde celui qui a la plus petite valeur parmi ceux que je n'ai pas encore traités. Donc B, il est traité, hein, la patate s'arrête ici. Et donc, entre 5, 3, infini, 8, 7 et infini, bah, la plus petite valeur, c'est 3. Et donc, le sommet que je vais traiter à l'itération suivante et ce qui justifie que la patate s'arrête ici, si le mot patate est très bien, enfin, ce petit truc s'arrête ici, c'est le sommet C. Donc, ce qui justifie qu'ici, j'ai mon sommet C. Alors, à partir du sommet C, il y a 3 successeurs. Il y a un premier successeur qui est A, pour lequel je retrouve la valeur 5. Et il va donc falloir que je sois capable de dire, hein, et là on va revenir assez bientôt, enfin assez rapidement, sur le calcul des valeurs n, mais c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, hein, les deux valeurs 5 pour atteindre A. Là, c'est égal à ce que j'avais précédemment. Et du coup, ça me donne un deuxième chemin de valeur 5 pour arriver à A. Et il va falloir que je sois capable de faire passer ce compteur à 2. Il va falloir que dans l'algorithme, bon, dans l'algorithme de Dijkstra, on avait dit qu'on ne modifiait pas la valeur, ça changera. Bon. Mais pour le calcul du nombre de plus courts chemins, il va falloir ici que le n, va falloir ici que quelque part il y ait autre chose qui soit. Là, j'avais simplement quand dt plus oméga tk était plus petite que la valeur de dk, quand j'arrivais à améliorer la valeur précédente d'un successeur, un k, va falloir que j'ai une instruction ici quand c'est égal, que je n'ai pas pour l'instant. En tout cas, quand c'est égal, quand je retrouve la même valeur que précédemment, il faut que je sois capable d'incrémenter le nombre de plus courts chemins. Donc ça va être pour le premier successeur qui est A. Pour le deuxième successeur qui est E, 3 plus 6, ça fait 9, mais c'est moins bien que le 8 que j'avais trouvé précédemment. Donc j'ai mis un petit trait ici pour dire je n'améliore pas ce qu'il y avait précédemment. 9 étant moins bien que 8. Et pour F, 3 plus 4, ça fait 7. C'est la même valeur que ce que j'avais précédemment. Et pour les mêmes raisons que pour A, eh ben, d'une part, je ne modifie évidemment pas le 7, mais par contre, le nombre de plus courts chemins, il va falloir que ça passe à 2. D'accord? Bon, allez, je fais encore une petite itération. Je vais faire à partir du sommet A. Et puis après, je reviendrai sur l'algorithme et justement ce que ça change pour le calcul de ces valeurs n.
Je fais la valeur A, hein, enfin je fais le sommet A, puisque maintenant, parmi les sommets non traités, donc pas B et C qui étaient déjà traités, mais parmi les sommets que j'ai pas encore vus, celui qui a la plus petite valeur, maintenant c'est A. Je compare 5 plus l'infini, 8, 7 et plus l'infini. Le plus petit, c'est ce 5 et c'est donc A. La patate de A s'arrête. Je vais monter un peu ça. Comme ça. Donc la patate de A s'arrête. C'est à partir de A que je traite les choses. Et à partir de A, il y a deux successeurs, D et E. Et pour les deux, j'améliore ce que j'avais précédemment, parce que 5 plus 5, ça fait 10 pour D. C'est la première fois que j'arrivais à D, donc 10, c'est mieux que plus l'infini. Donc je marque le 10 ici. Et pour ce qui est de E, 5 plus 2, ça fait 7. C'est mieux que le 8 que j'avais précédemment. Et alors c'est là où il y a un petit truc qu'il ne fallait pas rater vis-à-vis de l'algorithme, c'est que le nombre de plus courts chemins du coup que j'ai pour atteindre D, la première fois que j'arrive à atteindre D, mais je n'ai pas qu'un seul plus court chemin pour atteindre D. En fait, il hérite quelque part de ce qu'il y avait pour A. Pour atteindre D en 10, soit je fais SAD, premier plus court chemin, deuxième plus court chemin, SCAD. Les deux plus courts chemins que j'avais pour atteindre A, je vais les retrouver pour atteindre D. Soit j'y vais directement comme ça, soit je passe par C d'abord. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 2 ici. En fait, ça hérite du nombre de plus courts chemins de son père. Et après, je vais me raconter. Ne dit rien. Donc, bref, j'en reviens du coup à l'algorithme. Là, je pense qu'on est mûr pour regarder l'algorithme et répondre à la première question. Donc, il y avait l'initialisation. L'initialisation, s'il y avait un arc direct de SAI, je mettais NI égale 0. S'il n'y en avait pas, je mettais NI égale 1. Et s'il n'y en avait pas, je mettais NI égale 0. Pour ce qui est de la boucle principale, bon, je n'ai pas recopié tout le début qui consistait à quel était le sommet qu'avait parmi les sommets non traités qui avait la plus petite valeur de D. Je l'ajoute au sommet traité. Si dt plus oméga de tk, il est plus petit que dk, j'améliore dk. Alors dk est égal à dt plus oméga, je ne l'ai pas répété. Mais dans ce cas-là, c'est ce qu'on vient de voir pour le sommet A. N de k est égal à n de t. Il hérite de la valeur de plus court chemin de son père. C'est ce qui vient exactement de se passer pour D. J'ai amélioré la valeur, j'avais plus l'infini, je viens de trouver une valeur de 10. Le nombre de plus courts chemins pour atteindre D, c'était le nombre de plus courts chemins que j'avais pour atteindre A. NK est égal à NT. Et puis, il fallait que je rajoute cette instruction qui était le cas de l'égalité. Sinon, ce n'est pas plus petit, je ne l'améliore pas, mais par contre, je retrouve la même valeur que j'avais précédemment. Dans ce cas-là, n de k plus est égal à n de k plus n de t. Je rajoute le nombre de plus courts chemins du père à ce que j'avais déjà précédemment. C'est ce que j'ai fait, alors pour l'instant c'était que D1, mais c'est ce que j'avais fait par exemple pour F, quand j'avais trouvé d'abord un premier chemin de valeur 7 à partir de B, ça m'avait donné 1. Et puis quand j'en avais trouvé un autre à partir de C, j'avais rajouté 1 plus 1 pour trouver ce 2. C'était ça qu'il fallait faire. Ça, c'était peut-être un petit peu compliqué, ce NK égale NT, ce NK plus égale NT, en n'oubliant pas l'égalité. Enfin, en tout cas, c'était
le truc de la première question. Et donc, si je reviens sur le déroulement de l'algorithme, j'en étais là à traiter le sommet A, et en n'oubliant pas donc cette instruction où il hérite du nombre de plus courts chemins de son père, de A, et puisqu'il y avait 2 plus courts chemins pour arriver à A, et ben, il va y avoir 2 plus courts chemins pour arriver à D et E quand je l'améliore. Et puis, quel est le sommet que je traite par la suite? Là, j'ai un choix parce que je suis à... Donc, ces 3 sommets ont été traités. Les sommets qui sont en attente, c'est ces 4 sommets-là. Et il y en a 2 qui ont une valeur de 7. Donc, je les ai pris d'abord E puis F, mais j'aurais pu le faire dans le sens inverse. Et donc, j'ai décidé que le sommet que je traitais après, c'était le sommet E. À partir de E, il y a 2 successeurs, H et F. Alors pour H, 7 plus 6, 13, c'est la première fois que je trouve une amélioration. 13, c'est mieux. La première fois que je trouve un chemin pour arriver à H, 13, c'est mieux que plus l'infini. Et comme on l'a vu, le nombre de plus courts chemins venant de E pour atteindre H, il sera égal à 2 parce que ça hérite de la valeur du père. Il y avait 2 chemins qui me permettaient d'arriver à E de valeur 7. On peut les revoir. C'était soit 5 plus 2 direct, soit 3 plus 2 plus 2. Et du coup, ça me donne 2 chemins pour arriver à H à partir de E. Ce 2 ici. Et puis là, c'est le plus égal T. Pour ce qui est, à partir de E, pour ce qui est d'arriver à D, 7 plus 3, ça fait 10. C'est la même valeur que ce que j'avais précédemment. Mais du coup, ça me fait 4 plus courts chemins pour arriver à D. Il y a un cumul. À la fois, il y avait les 2 plus courts chemins qui venaient de A, mais il y a aussi les 2 plus courts chemins qui viennent de E. 2 plus courts chemins qui viennent de E, et 2 plus 2, ça me fait 4 ici. N de K plus égale NT. Je continue, j'ai presque fini, on a bientôt fini, on va bientôt se souhaiter un bon week-end de Pâques, une bonne chasse aux œufs. Le sommet que je traite après, donc F, ça y est, E, ça y est, c'est fait. Donc le sommet après, il ne reste plus que D, F et H comme candidat. Le sommet que je traite après, c'est F. À partir de F, j'ai un seul successeur qui est H. Et 7 plus 5, 12, ça me permet d'améliorer la valeur de H. Donc de 13, je passe à 12. Et du coup, le nombre de plus courts chemins, il hérite de la valeur de son père F, c'est-à-dire 2. Le 12, 2 est lié à ce 7, 2 que j'avais à partir de F. 7 plus 5, 12, 2, j'en hérite à partir du père. Il ne me reste plus que 2 sommets candidats que je n'ai pas encore traités, qui sont D et H, qui vont me donner les 2 dernières itérations. Alors à partir de H, la dernière itération, il ne se passera rien puisqu'il n'y a pas de successeur. Par contre, à partir de D, j'ai un successeur qui est H, et 10 plus 2, ça fait 12. Je retrouve la même valeur que précédemment. Et il faut donc qu'au 2, je rajoute les 4 ici pour trouver que finalement, il y a 6 plus courts chemins pour arriver à H. C'est beaucoup, mais... Et ça justifie la dernière question. Finalement, quels sont les différents plus courts chemins pour aller de S à H? Eh bien, il y en a 6. Il y en a 6 que je récapitule ici, d'ailleurs. C'est 6 plus courts chemins de valeur 12. Alors, il y a SADH qui fait 12 ici. Il y a SAEDH, 5 plus 2 plus 3 plus 2, ça fait 12 aussi. Il y a ceux qui viennent de C, là, SCADH, SCAEDH. Et puis, il y a ceux qui passent par F par le bas, soit SBFH et SCFH,
qui font aussi 2 plus 5 plus 5 ou 3 plus 4 plus 5. Enfin bon, bref, on était censé trouver, il y a plein de trucs qui font 12 dans tous les sens et on était censé trouver donc 6 plus courts chemins, cette valeur de 6 ici pour 12. Mais enfin, en tout cas, à minima, c'est un peu compliqué peut-être cet ajout des n, etc. Enfin, c'était pas si long non plus comme truc. Mais à minima, j'espère que vous avez bien compris l'algorithme de Dijkstra et que cet ordre de traitement des sommets, ces petites valeurs, etc., qui se mettent à jour progressivement, c'est clair pour tout le monde. Merci Anne à toi pour ce commentaire. Merci à toi Daphné pour ce commentaire et toi aussi Inès. Merci Shamima. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté des histoires de plus court chemin. En tout cas, comme je le disais, je vous souhaite un très très bon week-end de 3 jours. Profitez-en bien. Je ne sais pas si vous allez bouger. On a théoriquement encore le droit de bouger ce week-end, exceptionnellement. C'est ce que nous a dit notre président, que ce week-end, exceptionnellement, on avait encore le droit de bouger. Je ne sais pas si vous allez un peu bouger. Enfin, en tout cas, très bon week-end à vous. Et puis, certainement un mardi matin aux aurores. Et à la semaine prochaine. Et donc, la semaine prochaine, a priori, d'après ce que j'ai compris, on a le droit on reste dans le même fonctionnement. Et donc, pour un demi-groupe qui est pour vous le groupe complet, on est censé se retrouver à Versailles, enfin, en présentiel. Donc, à moins qu'il y ait des nouvelles histoires d'ici là, moi, lundi prochain, je serai dans la salle, dans notre salle G203. Enfin, en tout cas, très bon week-end à vous. Je mettrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, le truc sur Moodle et à bientôt. Portez-vous bien. Et je vais faire le petit truc habituel qui consiste. Alors déjà, je vais arrêter de partager.